Alors moi c'est Fabio. Alexandre, aussi connu sous le nom d'Abricomantis. Alors, sur Internet. Alors moi c'est David. Vincent, pseudonyme Vincent Gad, rédacteur en chef de Maintenant. Moi c'est Nathalie. Moi c'est Sébastien. Moi je m'appelle Amandine. Moi je m'appelle Romain. Alors, Edouard, @where is Wood. Moi je m'appelle Fred. Moi je m'appelle Fabrice. Je suis Mathias et Bonjour, je m'appelle Daniel. Daniel André. Je m'appelle Bruno, alias Navo. Julien, Stéphanie, un chat sur un. Des blagues sur internet. Studio 404, Studio 404, l'émission de société numérique. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e émission de Studio 404. Toujours un grand plaisir de vous recevoir en compagnie de mes 4 chroniqueurs. Et aujourd'hui qui ont beaucoup bûché puisqu'on a une émission spéciale, un peu comme l'émission spéciale sexe. Ce ne sera pas une autre émission spéciale sexe, ça sera encore plus intéressant puisqu'on va parler de communication. Bon là je vous ai un peu tous douché donc ça paraît un peu froid mais vous allez voir c'est très très intéressant. Les gars et la fille ça va être très intéressant. La communication pourquoi ? Parce qu'on s'est tous penchés sur un phénomène très simple, c'est qu'on communique de plus en plus tous ensemble. Mais est-ce qu'on se comprend mieux ? Y a-t-il des nouveaux outils, des nouvelles manières de le faire, des nouvelles tendances qui naissent comme ça, dans la rue on va se pencher dessus avec mes 4 compères que je vous présente tout de suite. On commence par toi, Mélissa. Ça va bien ? Tu t'es bien remise de la soirée 404, Mélissa ? Oui, je me suis entendue parler sur un certain ton, je ne le ferai plus jamais, donc je vais être très sérieuse ce soir. J'ai pris le soleil cet après-midi, donc tout va bien. Il a pris le soleil aussi en faisant ses mises à jour de téléphone, c'est Sylvain Palais. Ça va bien ? Ça va très bien, ouais. Moi aussi bien remis de la soirée 404, j'ai l'impression d'avoir une gueule de bois depuis 2 semaines en fait. Mais c'était très bien. Gueule de bois qui se termine maintenant puisque c'est serious business tout de suite. À côté de toi, Fibre Tigre. Comment vas-tu, Fibre ? Bonjour, c'est Fibre Tigre, ça va très bien. J'ai adoré la soirée 404 et j'étais ravi de voir toutes ces personnes qui apprécient l'émission. C'était super. Et de gâter tous les attendees de la soirée. Si j'avais pu en donner vraiment à tout le monde, j'aurais été vraiment très heureux. À et tous les enfants de la Terre. Voilà. Et je demande à tous les gens qui écoutent l'émission de faire un gros lobbying auprès de l'âme pour qu'il y ait une nouvelle soirée 404 parce qu'il veut pas. Voilà. Ouais, en face de toi, il a offert aucun cadeau, il a vanné tout le monde, il a été très agréable. J'étais à la porte. Je filtrais les entrées, je pouvais faire le physio pour la première fois de ma vie. Parce que normalement, je suis de l'autre côté de la barrière. Et oui, ça va très bien. Alors, donc ça va, Daz. Oui, ça va très très bien. Par contre, justement, sur les CD de la soirée 404, tu m'avais promis une super compile. Et en fait, à l'intérieur, c'était un CD de Planète Rap et je suis un peu dégoûté. Voilà. Alors pourquoi on parle de cette soirée 404 et pourquoi cette émission sera doublement spéciale ? Donc déjà par le sujet, donc on va parler de communication, mais aussi par les FAQ, puisque cette fois-ci, je poserai les questions, mais ce ne seront pas Daz, Mélissa, Sylvain ou Fibre qui répondront, mais nous avons enregistré vos réponses à vous les auditeurs qui êtes venus nous voir à la soirée 404. Vous allez voir, vous êtes largement à la hauteur de nos 4 mousquetaires. C'est pas piqué des hannetons. Ghislain s'est absolument déchiré sur 25 nuits blanches pour compiler tout ça. Mais donc l'émission sera entrecoupée des FAQ, vos FAQ. Vous allez voir, ça va être très bien. Et d'ailleurs, on commence tout de suite par une première FAQ enregistrée au Café des Initiés pour la première soirée 404. Appréciez. FAQ. Première question, quel est votre animal totem sur Internet ? La loutre. Le pingouin. Le canard. La chouette. La biche. Putain, t'en as beaucoup, hein. T'as le corgi. Bah, moi je suis team corgi, team loutre. Mais après c'est à vous de choisir. Non, la loutre est complètement has-been. Alors il faut choisir une team en fait, c'est ça ? Moi je suis team Namek. Je suis avec Satan Petit Cœur. Je m'identifie vachement au peuple de Namek. C'est pas un animal, c'est... mais pour moi, Ok, d'accord. c'est un fils d'immigré en plus. Quel est votre animal totem sur Internet ? La loutre de rivière américaine. Je suis d'accord. Ed ? Le pédobire. Le pédophile. Le renard. Moi c'est la poule. Bah, moi, c'est clairement le chien. Je suis déjà sur 2014. Les chaussons, ça marche en animal ou pas ? Non, parce que le chausson n'est pas un animal, en fait c'est un truc qui est mort. Le chausson, merde. Voilà. Le serpent avec des captions à la con. Première question, quel est votre animal totem sur Internet ? Le chat. Le chat aussi. C'est classique, hein. Ouais, classique. Le rat. Il y a le phoque, mais il y a la loutre aussi depuis quelques temps. Ah, team loutre. Mais quelle loutre ? Je préfère la loutre de terre que de mer. Les pandas roux. Moi, c'est les lamas. Le honey badger, plus communément appelé le ratel. Le colibri. Le colibri. Moi, j'ai envie de dire Grumpy Cat. Ouais. Un chat qui fait la gueule, qui est un peu trisomique, donc il y a plein de gens qui ont essayé de le défendre.
Mais voilà, c'est devenu un emblème, c'est plus le lolcat simplement, c'est le grumpy cat qui fait la gueule, quoi. C'est un chat qui fait la gueule. Et j'aime bien le lolcat, mais je trouvais ça un peu trop premier degré. Le grumpy cat est tellement plus cool. Moi, je trouve ça un peu élitiste comme réponse grumpy cat, parce que personnellement, je suis en faveur des phoques. Je trouve qu'on les défend pas assez. Et par exemple, quand je suis de super bonne humeur, je poste une photo de phoque sur Facebook. Et je trouve que ça rencontre pas le succès escompté, alors que c'est vachement bien les photos de phoque. Je pense que le phoque il est un peu underrated, c'est ça? Le phoque est underrated, alors que c'est hyper cool, alors qu'il est vachement plus mignon que Grumpy Cat. Moi, c'est le Honey Badger. Moi, c'est le cochon parce qu'il paraît qu'il jouait pendant 3 minutes. 3 minutes 3 minutes 3 minutes 3 minutes 3 minutes. Alors que le Honey Badger, lui, il joue... Je propose qu'on fasse 3 minutes de silence pour voir la durée que ça prend, quoi. Ouais, voilà. Je vais me chercher une bière, alors, du coup. Sujet numéro 1. La vraie beauté du langage SMS. Ah là là, on a vraiment les auditeurs qu'on mérite. Pour revenir à nos moutons et à un autre sujet, donc la communication et comment se comprendre aujourd'hui à l'ère des internets et des choses digitales. Un premier sujet de Mélissa. Un sujet qui est un petit peu provoque puisqu'on va parler de ce fameux langage SMS qui est né dans les années 90, largement modelé, créé par les adolescents de l'époque et les adolescents d'aujourd'hui, largement décrié par les adultes et les gens, on va dire, bien pensants, les fans de bonne grammaire, de bonne orthographe, du bled et autres grammaires nazies. Et pourtant, le langage SMS n'est pas qu'un affront à la langue française. Il recèle de beaucoup d'astuces et surtout, il a une vraie utilité. C'est ça, Mélissa? Je vais commencer en disant LOL. Oh cette émission est dure, waouh. Wow. Carrément. Je n'aurais jamais écrit ces mots il y a 2 ans, dans un texto, dans un J-Talk, dans un n'importe quoi. Et j'ai eu le malheur de le faire en 2001 quand j'étais sur MSN, que je traînais. Et depuis, je l'avais jamais refait jusqu'à la rechute. Le moment où je me suis dit, ça y est, je peux le faire. Donc désormais, j'écris LOL, je fais des smileys, je me laisse aller à utiliser le clavier emojis, le nom plus complexe pour dire émoticône de mon iPhone. Hardcore. Mais pourquoi m'étais-je refusé à faire ça ces dernières années? Alors en surfant sur Wikipédia, je suis tombée sur la page langage SMS. Et donc il y aurait une controverse à propos de ce fameux langage SMS. Selon le blog teasel.net, au design très, très douteux, je vous le précise. Il y a une théorie, nombreuses sont les personnes qui usent et abusent des abréviations sur le web au point de rendre leur message totalement incompréhensible pour le commun des mortels. Le langage SMS est sans nul doute l'un des plus grands fléaux de notre temps. Oh, c'est dur. L'un des plus grands fléaux de notre temps. Alors, tentons de relativiser cette expression. Rappelons d'abord que le langage SMS, c'était parce qu'on écrivait des textos, on était jeunes et on a un nombre limité de signes. Et donc, voilà, sont apparus les SLT, TKT et autres smileys. Ouais. Mais à quel moment, en fait, les smileys sont apparus, par exemple, dans nos mails professionnels? Ma boss fait des smileys. Des politologues que j'interviewe à Sciences Po me font des smileys dans les mails. Et donc, disons que le langage SMS est arrivé partout. À partir de ça, on peut dire qu'il est arrivé partout. Et donc, on peut se dire, c'est simple, sur Internet, en fait, on n'a jamais autant parlé. Les chiffres sont là, 2,2 milliards de personnes utilisent un service de mail en 2012, et nous passons 28% de notre temps de travail en moyenne à lire et envoyer des mails chaque jour. Nous écrivons donc beaucoup, nous parlons donc beaucoup. Voilà pourquoi nous avons créé le français 12.0. 12.0 Carrément. Une évolution de la langue française à multiples couches, ouais. Où la frontière entre l'écrit et le parler est donc très 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 poreuse. Nous avons donc trouvé des signes. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'emoji chien, par exemple? C'est ridicule, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Et surtout, nous passons beaucoup plus de temps à réfléchir à comment nous écrivons. J'ai jamais passé autant de temps à réfléchir sur est-ce que je vais mettre 3 petits points dans un texto ou pas. Ou un point d'exclamation, c'est vraiment pas du tout pareil. Et donc, il nous a fallu créer un nouveau langage. Donc, j'ai envie de vous dire, on peut parler d'enrichissement de langage en parlant du SMS. Il faut le dire. Le mot LOL est entré dans le Robert en 2012. Ah, Robert. Pour dire quoi? Caca? Pour expliquer ce que ça voulait dire, le mot SMS est entré en 2011. Je sais ce que je viens de dire, je sais que de nombreux grammaires nazis et autres fronts anti-smiley me haïront pour ce que je vais dire. Il y a même d'ailleurs un comité de lutte contre le langage SMS et les fautes volontaires sur Internet. Créé par Daz, je crois. Non. Le site, soutenu par Daz. Le site revendique 20 000 personnes acquises à la cause, disons-le quand même. Ton Daz.
voilà, il y a eu le verlan, il y a eu les anglicismes, et donc il y a toujours eu des réacs pour nous dire vous déformez cette belle langue française qu'on nous a apportée. Mais finalement, Daz, Sylvain, Fibre, Lame, je pense que nous savons encore écrire le français. Et je pense que les adolescents sur lesquels on fout ils savent plus écrire parce qu'ils écrivent en langage texto, savent aussi écrire. Une étude même très sérieuse du Pew Institute aux États-Unis a dit que les adolescents ne considéraient pas les SMS ou les discussions sur MSN comme de l'écriture proprement dite, mais comme des conversations informelles. Donc ils sont très conscients que c'est pas ce qu'ils vont écrire dans un devoir de français. Et donc on peut vraiment se dire que on a aidé la langue française à évoluer, que voilà, c'est un langage qui évolue, c'est une langue qui travaille, et qu'on peut dire lol, on peut mettre des emojis dans tous les coins, on peut mettre des smileys dans tous les coins, et que tous ces signes, disons, extraverbaux ont enrichi la façon dont on échange les uns avec les autres. Je continuerai donc à dire lol et à mettre des emojis dans mes textos. Vous êtes prévenus. Mais c'est très fort ce que tu dis, Mélissa, finalement. Je vois qu'à côté de toi, depuis tout à l'heure, regard réprobateur et paternel de Daz. Alors, Mélissa nous explique que le langage SMS, finalement, est né d'une contrainte. Des messages courts, puis né d'un besoin, c'est-à-dire d'écrire comme on parle, et puis résulte aussi d'une culture adolescente qui est aussi de se créer des codes. Donc toi qui es un gamer, tu comprends bien aussi de rajouter des chiffres à la place des lettres, de mettre des petites abréviations. J'ai jamais fait ça. Tu serais pas ce qu'on appelle un geek. Un geek, G33K. Alors tu regardais quand même Mélissa en disant je comprends ce que tu veux dire, mais quand même. Je n'approuve point. Pourquoi parce que simplement Mélissa disait qu'en fait donc les jeunes, je sais pas pourquoi les jeunes, mais en gros les principaux adeptes du SMS savaient réellement écrire correctement. Là, je dirais que si on fait le parallèle avec le porno, il y avait des gens qui disaient quand même, qui s'inquiétaient réellement que la surconsommation de porno change le rapport à la sexualité. Je pense que la surconsommation d'SMS change réellement le rapport à l'écriture. En fait. Donc tu penses qu'aujourd'hui, les jeunes écrivent moins bien, tu veux dire? Je pense qu'il y a énormément de Mongoliens et alors sans offense pour nos amis trisomiques qui nous écoutent peut-être, mais si on les laisse, non mais sincèrement, je pense qu'il suffit en fait d'aller sur Facebook où là il n'y a pas besoin de cette contrainte SMS pour se rendre compte qu'ils écrivent n'importe comment. Mais alors attends, Fibre. Daz. Non, Fibre. Non. Je sens que cette émission va être très bien le français, c'est très difficile. Même à des gens aussi cultivés que nous, d'accord? Moi, j'ai beaucoup de mal avec le conditionnel et le futur, par exemple. Et en fait, écrire le SMS, déjà, on va pas nous corriger sur le SMS. Donc déjà, ça nous permet une certaine latitude pour écrire. On peut écrire ce qu'on veut. C'est une certaine créativité aussi technique. Et surtout, en fait, si demain vous arrivez dans un club de gens qui parlent SMS et que vous commencez à faire des phrases normales avec des points à la fin, on va vous dire ouh là là, c'est qui ce mec, il nous cherche et tout. Et en fait, par les SMS, c'est un peu, on rentre dans le club de la conversation informelle. Et effectivement de la codification ado, mais pas forcément. Parce qu'il y a des vieux, il y a des mecs. Moi, mes parents reprennent des codes SMS aujourd'hui. Ils parlent aussi un peu verlan. Oui, mais aujourd'hui, je peux dire, parents sont plus jeunes que toi. Attention, je ne dis pas que la problématique de raccourcir pour prendre le moins de caractères possible n'est pas digne. Mais écrire salut ça va, SALU, SAVA. Mais oui, ça veut dire que... C'est quoi l'intérêt d'enlever le T de salut? C'est quoi que tu gagnes par un caractère? Si je te dis, genre, vraiment le visage triste concerné, Daz, ça va? Ton cancer? Tu vois? Ou salut, ça va? Et toi, tu dis, ah, salut, tu vois? Voilà. C'est pas pareil. Ça dépend si tu dis ça va avec un S ou un CCD. Et d'ailleurs, inversement, c'est ce que disait aussi Mélissa, la langue évolue. Il y a eu plusieurs courants qui l'ont fait évoluer, qui ont été très décrits en leur temps. Donc, Mélissa, on parlait d'anglicisme, on parlait de Verlan, on parlait aussi Jacques Toubon à l'époque, qui défendait la langue française à tout prix. On parle aussi des aberrations qu'on a aujourd'hui pour avoir une langue française propre. Mais alors à ce moment-là, comme dit Fibre, que se passe-t-il si tu arrives et tu parles en vieux français à des gens qui parlent un français d'aujourd'hui? Pas en vieux français, mais pourquoi? Parce que ce serait du coup le vrai français qui a été déformé jusqu'à aujourd'hui. Et le français d'aujourd'hui n'est-il pas une déformation du français d'antan? Non, c'est pas ça. Le truc pour moi, c'est que certains se forcent. C'est-à-dire qu'avec les smartphones maintenant, les SMS ont évolué, donc t'es plus limité à 140 caractères. Et les smartphones, ils utilisent tous un correcteur orthographique. Il y avait le T9 à l'époque. Pour moi, t'as plus ce besoin de raccourcir. Donc, pour moi, un mec qui écrit salut SLT, il se fait 2 fois plus chier que s'il écrivait réellement salut sur son smartphone, en fait. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui se force à utiliser des codes qui finalement n'ont plus d'utilité puisque la technologie a évolué. Donc là, c'est vous qui êtes complètement passéiste. Sylvain, toi qui comprends les jeunes, puisque tu es un jeune, toi aussi. Je suis tout à fait d'accord avec Daz. Et d'ailleurs, les seules personnes, moi, qui m'envoient des SMS en langage SMS, c'est mes parents.
parce qu'ils pensent que ça fait genre, tu vois. Il va pas nous comprendre, sinon le pauvre. Voilà. Mais cette dimension est importante d'une certaine manière, puisque si on dit qu'aujourd'hui, comme dit Daz et comme tu dis, le langage SMS, c'est cool, parce que c'était aussi une manière pour nos parents de pas nous comprendre, et aujourd'hui pour nos parents de penser qu'ils nous comprennent, est-ce que vous pensez pas que c'est une dimension importante aussi? Si, moi c'est la seule dimension qui m'intéresse d'ailleurs, parce que c'est plus du tout une contrainte technique, maintenant c'est la dimension culturelle, d'appartenir à un groupe, d'avoir les codes, de partager les codes, etc. Mais moi je suis même pas sûr que les ados utilisent encore le langage SMS. Si. Ah ouais, ce point-là. Attends, sur Twitter, on les voit. Si. Quand ils discutent, c'est que du langage texto. Les pages Facebook où t'as des commentaires où c'est que du langage texto. Le SMS, c'est cool. Je veux dire, mettre OMG, c'est cool. Ouais, c'est pas SMS, ça. C'est un anglicisme. Ouais, mais c'est du SMS anglais. C'est du SMS anglais. Ça vient du langage SMS anglais d'une certaine manière. Je suis pas sûr que les jeunes qui utilisent les SMS là, ils savent exactement ce que veut dire OMG, tu vois, typiquement. Bah, LOL, pas beaucoup de gens savent ce que ça veut dire. C'est devenu un mot, LOL. Ouais, bon, je m'incline. Il y a aussi une utilisation différente qui est qu'on utilise tous ces trucs maintenant avec ironie. Quand moi je dis LOL de nouveau, c'est parce que je le dis plus au premier degré comme je le faisais à 15 ans, mais que désormais c'est devenu, juste comme disait Sylvain, un truc d'appartenance à un groupe, et donc on fait on fait TKT dans des J-Talk, enfin on utilise ça juste pour marquer notre différence ou pour faire rire. Oui, mais c'est un 3e degré, donc en fait il y a pas. Mais ça veut pas dire qu'on sait pas parler français ou pas écrire français, tu vois. Oui, mais toi. Et je pense que les ados savent aussi que quand ils doivent écrire français et quand ils peuvent écrire en TKT. Tu vois. J'aimerais faire une mini pour finir. Voilà, une mini intervention un petit peu maître Capello. Petite interview. L'utilisation du langage SMS a permis une fonctionnalité technique particulière qui a favorisé, voire permis le printemps arabe. C'est-à-dire le printemps arabe, c'est Facebook, c'est le relayage des événements. Il a bon dans le printemps arabe. Hein. Mais attends. Il excuse plein de trucs le printemps arabe. Les gens qui s'envoyaient des SMS avec des téléphones occidentaux, ils maîtrisaient pas forcément l'anglais ni le langage occidental, mais l'utilisation des glyphes latins, de l'alphabet latin et des nombres permettait de créer des mots arabes, en fait. En caractère. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, ils ont pu communiquer grâce à ça. Et en fait, avec ce langage, ce néo-langage SMS, les messages ont pu se propager. Et aujourd'hui, il y a la guerre en Syrie. Voilà. C'est pas anodin. Voilà. Bon, en tout cas, on regardera le langage SMS différemment. Ne le condamnons pas aussi. Je ne le condamne pas. Facilement. 12.0. Sauf si on s'appelle Daz. D'ailleurs, Daz qui va revenir puisqu'il va nous parler de troll en quelques instants. Mais d'abord, la FAQ avec vous, les auditeurs. FAQ. Quelle est votre technique de drague ou de stalking préférée sur Internet? Alors moi, pour stalker, j'aime bien utiliser Google. Ouais. Voilà. Donc en gros, je tape des infos random que j'ai chopé, j'ai agrégé dans une soirée et je stalk comme ça. Donc après, Facebook, Lindelic. J'ai trouvé une meuf sur Lindelic, toi-même tu sais. Hein. Ouais. Moi, c'est un peu la même école en fait. Tu tapes nom, prénom sur Google. Ouais. Et là, t'as Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram qui remontent et puis après, tu suis quoi. Ouais, c'est de poser la question la plus simple de quoi t'as envie. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? À quelqu'un que tu connais même pas, c'est genre de quoi t'as envie tout de suite. Moi, c'est le POC Facebook, c'est le plus simple. Si tu vas sur Adopte un mec et que tu vas dans le code source et que tu regardes la photo de la meuf, tu peux changer le numéro de la photo pour voir les photos qu'elle avait mis, mais qu'elle a supprimées entre temps. Je sais pas draguer sur internet et pour stalker, je vais sur Facebook. Je fais un petit appel à la communauté sur 4chan, comme tout le monde. Putain, le mec qui veut draguer la meuf, qui veut pas lui faire peur déjà. Mais on me drague en fait. Oh là 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 là. L'humilité. La meilleure technique de drague, on me drague. C'est ça. Quelle est votre technique de drague ou de stalking préférée sur Internet et comment vous procédez? Le DM accidentel. Oh, bien. Ah GG, le fave étoile de Twitter. Ah, subtil aussi. Technique favorite de stalking, c'est recroiser via Google les profils Facebook et tous les pseudos qu'on peut trouver. Ça donne des résultats très intéressants. C'est hyper compliqué parce que je suis hyper maquée quoi. Non mais il y a plein de gens maqués qui ont meilleure technique de stalking. Oui mais je stalk pas vraiment. Après je dirais Twitter principalement. Moi j'envoie des chansons Spotify. Oh, deuxième personne qu'on connaît qui fait ça sur Spotify. Nouvelle technique pour pécho, c'est Rosol. Ah, tu pécho sur Rosol. Moi j'envoie mes articles les moins érotiques possibles et si ça passe, je me dis waouh, c'est super là, c'est bon. J'ai trop usé de Twitter, trop d'Instagram, trop de Facebook et je suis à la recherche de nouveaux challenges. J'essaye de choper des MILF sur Pinterest. Oh là là, la Pinterest. Alors moi je vais quand même name dropper, hein. Je me suis fait pécho par Nora sur Twitter.
ça, c'est grâce au street club, donc merci le street club. Donc moi, le street club m'a rien apporté, hein, à part les gens qui parlent mal. Et non, moi c'est très classique, c'est Facebook, Poke. Le Poke. Le Poke, ouais, c'est pas mal. Alors vas-y sur internet, une technique. Alors moi j'ai vérifié ce soir une vraie technique de drague. Alors il faut draguer en vrai dans la vraie vie et ensuite il faut follower le mec, tu vois. Ah, genre, ça marche pas. Genre service après-vente de la séduction. Non, le truc c'est qu'il faut draguer sur internet et ensuite la fille, tu l'abordes et tu fais mais c'est toi en fait la meuf que j'ai draguée tout à l'heure. Non mais ça marche pas. Et là elle est dévalorisée et tu peux l'attaquer. Facebook. D'accord, le bon vieux Poke. Ouais, le basique, voilà. Ouais. Alors, pour stocker, je trouve que Instagram est très très indiqué parce que c'est facile et en plus tu vois la gueule des gens, donc c'est vraiment cool. Moi c'est très facile, je me balade toujours en soirée avec un Dostoevsky, Crime et Châtiment ou les frères Karamazov et ça marche. Ouais, mais ça c'est pas sur internet. Sur internet, ouais, mais je parle de Dostoevsky alors quoi. Quelle est votre technique favorite pour stalker ou pour draguer sur internet? Sens critique. C'est vrai? Trop facile. Non, pas encore Sens critique. On m'a dit que tu as appâté les jeunes filles avec des plats. Les gâteaux. Les gâteaux. Des photos de gâteaux sur Instagram. Des photos de gâteaux sur Instagram, ouais. Le sucré. Ma technique de drague, le sucré. Toi Clémence, meilleure technique de drague ou de stalking? Dernière technique en date, spotter sur Facebook et follower sur Twitter. Bien, ça marche bien. Un classique. Un classique. Un classique. Entrée plat ou plat dessert. Sujet numéro 2. Le troll. Détestable, inévitable, indispensable. Voilà, c'était la deuxième FAQ avec beaucoup d'auditeurs et je pense encore plus d'alcool. C'était le début de la soirée, hein, donc. Mélissa nous a parlé des SMS. Daz va nous parler des trolls. Hein. Ouais. C'est un peu l'émission de la provoque ce soir. Daz va nous parler des trolls, mais va-t-il les condamner tel que Daz aime condamner ou va-t-il les défendre? Pourquoi on parle des trolls dans ce sujet sur la communication? Parce que finalement c'est quelque chose qui fait partie de la culture internet. Et puis Daz, tu vas nous en parler. Ils sont là de manière assez naturelle, assez indispensable et puis presque appréciable d'une certaine manière. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une Sylvain Paletterie. Donc je vais vous demander d'imaginer la scène. On ferme les yeux. Dans la douche. Fermez les yeux chez vous. Alors vous levez un matin à 14h30, vous servez un bon bol de choc à pic et vous apprêtez à le dévorer goulûment quand on sonne à la porte. Là, un inconnu se tient devant vous, ne se présente pas et entre chez vous en vous contournant, se dirigeant droit vers la cuisine et là se met à uriner sur votre bol de choc à pic, le rendant par là même totalement impropre à la consommation. Sauf si c'était Bear Grylls. Bon, bref. Un troll pour moi c'est ça. Et Bear Grylls boit son urine, pas celle des autres. Un troll pour moi c'est ça. C'est une personne que vous ne connaissez pas, qui déboule de nulle part et qui pisse dans vos céréales. L'acte est gratuit, il a absolument aucun autre but que d'emmerder le monde, dans le cas présent vous. Alors, côté définition officielle, plutôt que de se pencher sur la définition de Wikipédia, on va plutôt retenir celle qu'a formulée Penny Arcade en 2004, qui a en fait synthétisé le truc sous la forme d'une équation. Donc, pour Penny Arcade, un troll, c'est un individu lambda plus l'anonymat plus un public égale tête de nœud. Je suis vachement light sur le tête de nœud parce que le terme original c'est fuckwad. Qu'on pourrait résumer ou en tout cas traduire comme résidu de capote ou un truc comme ça. Enfin bon bref. Voilà, donc de nos jours ce terme englobe globalement toutes les personnes qui commentent pour alimenter ou faire naître une polémique, mais surtout en n'apportant strictement rien au débat. Mais nous au Studio 404, sauf quand on parle de Free et de Nintendo, on n'aime pas trop pointer du doigt et soumettre à la vindicte populaire les libres penseurs. Sauf toi, Daz. Sauf moi, oui aussi. Même si ce sont de sombres trous du cul. Je sais pas si c'est moi encore, mais bon. Nous aimons avant tout comprendre leur motivation et trouver les explications à tant de frustration et de haine gratuite. Alors plutôt que de nous focaliser sur le côté malfaisant du troll, envisageons-le comme une victime collatérale de l'écrit. Car oui, victime. Rappelons-le, tout comme le tabac et la discographie de Michel Sardou, l'écrit tue. Mélissa vous l'a déjà précisé dans la première chronique. Ce qui est faux. Là, tu trolles Mélissa. C'est insidieux de et comme l'écrit reste le principal mode de communication sur Internet, autant vous dire que les victimes n'ont pas fini de s'empiler dans la fosse commune du malentendu et de l'incompréhension. Quand on rappelle la règle des 3 V du professeur Merabian, qui est un professeur de l'Université de Californie, qui postule donc cette règle des 3 V que 55% de l'appréciation d'un sentiment exprimé passe par le langage corporel, on sait de fait que plus de la moitié de la portée d'un message posté sur Internet peut passer à la trappe.
Et la moitié d'une intention, je vous le rappelle, c'est ce qui fait la différence entre une visite chez le concessionnaire et un carjacking. Ok, n'oubliez pas. Alors, plutôt que bourreau, est-ce qu'on ne peut pas finalement voir le troll comme un grand incompris ? Parce que l'ironie, le second degré, le cynisme dont parlait Mélissa et dont elle fait preuve au quotidien, passe assez difficilement à l'écrit, on le sait, surtout chez les esprits faibles. Les adolescents, par exemple. Les Mongoliens dont tu n'es pas. Non, aussi. Petite excuse pour les Mongoliens. Pardon à tous les Mongoliens. Si vous comprenez ce que je dis, pardon. Alors, on tente bien de pallier à ça, à ce problème de profondeur de l'écrit, en utilisant quelques artifices cosmétiques à base de parenthèses et de points-virgules, mais ça reste quand même assez sommaire par rapport à l'arc-en-ciel chatoyant de nos émotions. Et donc là, bam, je le dis devant vous, on se pose à contre-courant au studio 404, un petit peu comme des saumons qui remontent la rivière. Parce que pour nous, le troll, il a une réelle utilité, c'est pas juste un nuisible. Ah oui, alors, dis-nous pourquoi. Alors, à l'image des prostituées qui encaissent une partie de la frustration et de la folie des hommes, le troll peut servir d'exutoire aux internautes énervés. Ainsi, quand un troll débarque dans les commentaires d'un blog beauté pour expliquer que l'astuce maquillage de l'auteur partage certaines similitudes avec le travail d'un carrossier albanais sous MDMA, il permet, par son intervention salvatrice, de fédérer tous les sympathisants de cette blogueuse, ou ce blogueur, hein, parce que, attention, oui. Nous, c'est l'égalité complète, hein, et donc de fédérer tous les sympathisants du blogueur en un bloc compact, qui fera front, en étant outré, et donc le troll catalysera et dirigera sur lui toute la haine. Donc il a une vraie utilité. Ouais, il a une vraie utilité. Là, on peut dire, en fait, que le troll, pour ce sujet-là, donc dans les commentaires du blog beauté, c'est un peu comme le Dark Knight de Christopher Nolan. Donc c'est Batman, c'est un justicier, et c'est lui qui accepte en fait de se sacrifier pour que Gotham City puisse continuer à le troll qu'il mérite. Exactement. J'ai compté 57 métaphores dans cette chronique. Alors ça a pour effet de créer un consensus et de renforcer l'esprit de groupe, donc on le disait, et le sentiment d'appartenance. Et ça, messieurs, dames, c'est une mission d'utilité publique. Personne ne pourra me dire le contraire. Même sur un plan géostratégique, le troll est utile. C'est Wired qui en parlait l'année dernière, dans l'initiative que le département d'État US avait mis en place, qui s'appelait Viral Peace, donc paix virale, quand même balèze, un bon néologisme, qui avait pour but d'utiliser les trolls pour démoraliser les membres des forums extrémistes. Ils sont eux-mêmes des trolls, donc. Le but précis était, je cite, parce que franchement il était magnifique, de miner et démoraliser les fanatiques par l'usage de la logique, de l'humour, de la satire et des arguments religieux. Donc LOL. T'as eu un CDD pendant 2 ans avec la CIA, c'est ça? Même moi j'aurais pas pensé, les mecs sont vraiment en avance quand même. Et puis reconnaissons-le quand même, là on est entre nous, c'est ambiance intime. On passe nos journées à troller nos potes sur les réseaux sociaux, à commenter les photos Instagram des uns et des autres, à poster des crypto-commentaires à droite à gauche. Alors quand l'occasion se présente de pisser sur les chocs à pic d'un blogueur influent qui publie le compte-rendu de la soirée de lancement d'un nouveau pneu neige, sans déconner, ça serait dommage de se priver. Hein. Bravo. Voilà. Donc sous ce torrent de métaphores et de métaphores filées, riches, suivies. Donc en gros, le troll, hein, c'est chiant. Mais c'est quand même quelque chose qui est apparu, comme tu dis, pas forcément chiant. C'est à la base, c'est désagréable, on va dire. Non, le troll, c'est chiant dans une discussion sérieuse et intéressante. Voilà. Par contre, le troll, c'est génial, c'est une respiration dans n'importe quel blog beauté ou blog mode. J'ai une punchline troll. Ouais. Dans un monde de rois, il faut des bouffons. Ouais. Et sur Internet, il y a des rois. Il y a effectivement des blogueuses mode donc, par exemple, monumentales. Même les blogueurs sont rois en leur royaume qui est leur blog. Ouais, dès qu'il y a quelqu'un qui prend un petit peu de l'assurance, tout ça, qui prend de l'importance en termes médiatiques, et ben il y a des petits malins qui nagent à contre-courant et comme qui, pour exister eux-mêmes parce que ils ont envie, et ben ils critiquent, ils pètent les plombs, ils font n'importe quoi, ils utilisent la mauvaise foi, tous les outils possibles, et ils créent beaucoup de tapage. Et c'est ce qu'on appelle parfois des trolls. Et ils font du bien à tout le monde. Hein. Ils font, je veux dire, quand mais ça t'es pas d'accord, pourquoi? Les trolls ne font pas du bien à tout le monde. Parce que là, on parle du rôle salvateur du troll. Donc c'est une des variantes de la longue typologie de troll qui existe sur Internet. C'est vrai qu'il existe plusieurs types de trolls. Il en existe beaucoup. Ayant travaillé à 20minutes.fr par le passé, ayant été amené à modérer les commentaires de... C'est vrai que si un troll fait plusieurs commentaires et que ça dynamise une conversation, disons, ok. Mais moi, j'avais des gens
qui postaient des messages qui répondaient à d'autres messages qui ne voulaient absolument rien dire. Ouais. Donc moi, j'estime que c'est du temps perdu de cerveau disponible dans le monde. Et que ces gens, Déjà, ils lire les pourraient commentaires investir de 20 leur temps minutes. à faire autre chose si, que... Mais les mecs, ils passent leur journée à écrire des... En écrivant ce message, ils ont pas tapé sur leur femme, tu vois. Ils sont défoulés, tu vois. Ah ouais, Alors super. là, Super. Point cliché. On a déjà fait le point féminisme. Ce que tu veux dire, c'est que s'il n'y avait pas de Ouais, troll, on Sylvain. aurait découvert le remède contre le virus du sida. Non, je dis que il C'est un pourrait y peu ça. avoir un peu moins de trolls. Ils te en a. trollent Je tous, pense Mélissa, que là. le oui. Mais c'est Je constructif. me fais avoir. Rickroll. Il faut parler d'Hitler. Non, mais un point intéressant, c'est alors effectivement, comme tu dis, mais ça, il y a plusieurs typologies de trolls. Donc effectivement, on Il y a s'intéresse plusieurs à types de trolls, donc ça Ouais. fait une typologie. exactement. Donc il y a, Là, il y a il te plusieurs troll types avec de la trolls. logique. Oh là là, je vais devenir extrémiste. Inception. Il nous reste 5 secondes, mais juste, est-ce que quand on parle de cette culture troll qui s'est un peu diffusée chez nous, parce qu'on se rend compte que d'une certaine manière aussi, on aime bien troller nos potes ou des inconnus, nous-mêmes, les gens qui sommes censés être les gens sensés et qui pouvons juger ou condamner les trolls, on se rend compte que le troll, on va dire, je sais pas, soft, intercommunautaire, interpote, c'est quand même aussi c'est une culture qui s'est généralisée. Sylvain, toi qui aimes bien taquiner les gens et tes amis sur Alors Twitter, moi, je suis trouve. extrêmement taquin. Moi, je suis très très taquin. Non, justement, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on soit, comme Daz expliquait, qu'on soit limité en termes de communication non verbale, etc., qui est que 50% du message qui passe, de l'intention. Ça permet de jouer sur vraiment le côté, est-ce que le mec il se fout de ma gueule, est-ce qu'il est en train de dire la vérité, etc. Et mettre le mec dans le doute comme ça, dans un entre-deux, moi ça m'éclate. C'est très drôle en fait. Mais donc, t'as l'impression d'expérimenter sur les gens en fait. C'est du vice. Ouais, c'est vicieux un peu. Ouais. Vicieux et taquin. Est-ce qu'à la fin, on est tous aujourd'hui, c'est une sorte de défouloir ou de moment où on décide d'être un peu plus con ou moins constructif ou très créatif pour faire chier, mais c'est que la culture troll, c'est quelque chose qui fait partie de nous aujourd'hui. Hein. Et ça reste une interaction, donc Fibre. c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif donc pour toi. Parce que c'est une interaction, voilà. Tu penses comme Emery Doliger? C'est toi qui as dit le nom, hein. Buzz positif ou négatif, tant qu'il y a du buzz. C'est ce que dit Le Pen aussi. Bah voilà, on l'a, Bon, ce point Godwin. On va arrêter tout de suite le débat avant d'arriver au point Godwin. On s'auto-troll en fait. Le Pen n'a rien. Bon bref, on arrête. On arrête de s'auto-troller et on attaque tout de suite une nouvelle FAQ. Le twitto sur la tweetasse que vous trouvez le plus sexy physiquement. Juste le physique. Alors Vincent Glade sans hésitation. Piglet Wolf, Wolfgang. Ouais. C'est qui? Il est là ce soir. Ah, il est là, ouais. Voilà, ça se monte ça. Putain, mais elle a préparé son coup. J'en ai une, mais elle est toute petite. Bah, c'est pas grave, c'est très bien. Et en fait, elle s'appelle Pauline B, je crois. Pauline B. Et elle est à Lille. Et en fait, pourquoi elle? C'est parce qu'elle a la tête la plus innocente du monde. Et à chaque fois que je la vois, je peux plus penser sexe en fait. Et je lui ai déjà dit. Je lui ai dit, tu es juste trop mignonne, trop pandarou. Et donc du coup, je pense que si jamais je devais vraiment fesser quelqu'un ou faire un truc comme ça, ça serait à elle pour essayer de la replacer dans mon réel sexuel parce qu'elle en est complètement dehors. Bubble Nebula que j'ai croisé ce soir, mais à qui j'ai juste dit bonjour et c'est très dommage. Bubble _ Nebula. Je peux pas donner le nom de la tweetasse à qui je mets actuellement des PC. Non. Justement. Interdit de dire son voisin, interdit de dire à un membre de 404, il n'y a pas de joker. Alors moi c'est en le connaissant, mais je mettrais bien des petites fessées à l'œilleti. Non. Oh bâtard, oui. Ah oui, c'est trop facile. Jessica Nigri. Oh non, mais ça c'est trop fastoche. Eh bah ouais les gars. Vous êtes dans le game Twitter, je sais, il y a des nanas qui sont sexy. Non, ok, Caro Kate. Caro Kate, ok. Moi je vais dire chamois parce qu'elle le prendra bien et que voilà. Bah, c'est pas le plus sexy, mais c'est le plus mignon, c'est Wumpa. Ok, Wumpa, très bien. Katsuni. Oh là là, Katsuni. Moi je vais un peu dévier, genre il y a Solange te parle parce que dans Solange te parle, ouais. Solange te parle parce que dans la nana, en même temps t'as envie de lui mettre une grosse gifle et en même temps t'as envie de coucher avec. Parce qu'elle t'énerve, elle t'excite, tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est ce que quelqu'un disait, Bruno disait ça aussi. Donc voilà, c'est. Donc elle mérite une gifle et une fessée. C'est peut-être la quintessence de la bif. Ah ouais, c'est bon ça. Moi, je vais rester dans le féminin et comme je travaille pour vente privée, j'aime beaucoup Cécile de Rostand quand même. Oh là 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 là. Le mec le plus sexy de Twitter en France. Bastien Vives. L'endive. Oh non, pas l'endive. Quel est le tweetos ou la tweetasse que vous trouvez salement sexy? Et interdit de dire mon mec ou ma meuf ou un des membres de 404 pour Moi je crois que c'est Moonlight. Moonlight? Ouais. Pourquoi? Parce que je la connais, je sais depuis longtemps et qu'elle est... Non mais je vais pas répondre à ça. Douam. Douam Sur Instagram. Ouais, très sexy. Très joliment tatoué.
Très jolie tout court. Alors, je vais le dire. Alors, elle est à cette soirée. Et cette fille met, à chaque fois qu'elle va me voir, elle met des bottes. Et elle sait très bien que je suis très sensible à ça. Et là, aujourd'hui, elle a des cuissardes. Donc, ouais, donc là, t'es vraiment très sensible. Elle s'appelle Vert Absinthe. Ah, celui qui a l'air pas mal, c'est Clément. Clément. De Light Carrière. The Light Carrière, ok, très bien, The Light Carrière. Ah, en fait, en réalité, non. Ah, et Mélissa dit il est jeune et je pense que ça lui rapporte 2 points de bonus en plus alors. Je suis un peu cougar dans l'âme, donc il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, The Light Carrière et Vert Absinthe. Mais moi, je vais un peu la provoque parce qu'elle est derrière moi, je vais dire un chat sur Mars. Joe Hume, animateur sur WFM. Agatri. C'est vrai en plus, c'est vrai. Faut dire aux auditeurs, c'est vrai. Nora, parce que c'est mon fantasme depuis un milliard d'années. Et elle est juste derrière, non. Elle m'a entendu. C'est Pipo Mantis. Oh là là, c'est facile comme réponse. Pipo. Les sœurs Marshall. Je balance Salomette. Moi, ce serait une blogueuse mode qui s'appelle Jeanne Damas. Une petite brune, une vingtaine d'années, parfaite. Moi, je mettrais jamais de PC à Vincent Glade. Ah ouais. Jamais. Ouais. À qui tu mettrais une fessée? Juste sur la profile picture, tu vois une nana qui te fait c'est un peu quand même. Je mettrais bien une fessée à mon ex, Lapin Blanc, parce qu'il le mérite. Ouais, mais ton ex, je trouve qu'aussi c'est limite. Ouais, mais il le mérite vraiment. Ouais, mais tu l'as déjà mis des fessées, c'est pas non. Non, jamais. Moi, je mettrais bien une PC virtuelle à Norabs. Elle est là ce soir en plus, c'est ça qui est marrant, je vais lui dire. J'aime bien les meufs très bêtes de tweet qu'il y a dans Tweet de Gogol. Elles sont un peu bonnes. Ouais, tu vois, elles font des fautes de français de ouf, mais elles sont super bonnes, elles mettent leur as en avant parce qu'elles savent qu'elles ont que ça dans la vie. Ouais. Elles, je veux bien leur mettre une fessée. Sujet numéro 3. La vidéo. Échec et m'as-tu vu? Troisième FAQ, il en restera plus qu'une à la fin, on aimerait bien qu'il en reste 10, mais malheureusement on ne pouvait pas faire une soirée aussi longue que Coachella, donc on a que 4 questions, mais vraiment quel plaisir. On a parlé des SMS, on a parlé des trolls, et puis à la fin on parlait aussi de ce concept intéressant qui est le manque, l'absence de langage extraverbal, qui est le langage corporel entre autres, dont parlait Daz. C'est quelque chose dont, entre autres, va nous parler Sylvain dans sa chronique à lui, pour cette troisième chronique de ce Studio 404. C'est la vidéo, dans le poids de la vidéo comme moyen de communication dans nos vies numériques d'aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi, donc la vidéo, pourquoi elle est là et pourquoi ça ne marche pas apparemment? Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas pris? Attention, scénario. Il est 18h30. Yes. Alors attention, le maître du jeu ouvre. Vous lancez un dé de 20. Il est 18h30. Christine, secrétaire médicale à Saint-Raphaël de Valescure, c'est dans le 8-3, vient d'entrer d'une belle journée de merde. Quand elle arrive chez elle, elle a toujours le même réflexe, elle allume la télé, elle allume pas la lumière, elle a pas le temps, elle s'affale sur le canapé, elle ouvre le laptop et elle se connecte sur le site de 20minutes.fr pour aller troller Mélissa. Elle tombe sur un article qui parle de la volonté de transparence du gouvernement Strauss-Kahn, le patrimoine du président y est dévoilé. C'est un scénario. Ouais, réalité parallèle, Sliders. Gros scénario. L'article vient juste d'être publié, elle va donc être la première. Mais la première à quoi? Elle clique sur le bouton rouge en bas de l'article, le voyant de sa webcam passe au vert et son visage apparaît sur l'écran. À la télévision, Arthur, journaliste international, discute politique avec Jean-Michel Apathy. Troll. Christine fixe le petit de ce gamin et se lance. Bon, bah déjà, proms. Oh, le roleplay. Ensuite, je voulais dire qu'on n'en a rien à cirer de la richesse de nos élus. À chacun sa richesse, à condition que le mode d'acquisition de cette richesse soit honnête. C'est malheureusement loin d'être le cas, et c'est bien dans le milieu politique de tous bords que la corruption pour le profit sur le dos du peuple gagne du terrain. Alors, si cette syntaxe ne veut rien dire, c'est qu'il y a une raison. J'ai pris ce commentaire sur le site du Parisien.fr. Avec l'accent. Christine valide, l'upload est instantané. À peine 5 secondes après la publication, d'autres commentaires vidéo apparaissent, certains donnent leur avis et d'autres répondent par vidéo interposée. C'est le cas de Kenza, 23 ans, Paris, qui répond à Christine « Non, mais trop pas, DSK a fait un super boulot au niveau de la corruption, ce mec est irréprochable, ça fait clairement du bien, un gouvernement sans vice, quoi. » Si elle savait. Il faut la vidéo, c'est l'émission. Christine va ainsi passer sa soirée à regarder ses commentaires vidéo et à intervenir, etc., etc. Nous sommes en 2013, mais dans un univers parallèle, vous l'aurez compris, celui où Loïc Lemeur est le Mark Zuckerberg français. Effectivement, en 2008, Lemeur lançait Sismic, qui avant d'être un client Twitter, avant d'être un échec aussi, était un système de commentaires vidéo où on remplaçait l'écrit par de courtes vidéos où on discutait. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça avait tout pour réussir puisque on avait 100% de la communication, le ton, le visage, tout ce qui est extraverti
verbal, etc. Intonation, tout ça. On enlevait en plus l'anonymat, donc fin des trolls, découverte du remède contre le virus du sida. Et pourtant, ça n'a pas pris. Mais pourquoi ça n'a pas pris, Sylvain? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça correspond pas aux usages? Est-ce que c'est trop linéaire? Il y a un début, une fin. On peut pas le lire en diagonale. Vous allez sûrement m'objecter qu'il y a certains quand même systèmes comme les Hangouts de Google+, ou Skype. Je sais, Mélissa, que tu crois que les Hangouts ça marche pas, mais ça marche à fond. Ou Skype fonctionne. Ou YouTube. Pourquoi YouTube? Mais c'est différent, c'est du live, c'est pas de... sur YouTube, c'est de la production. Donc c'est du contenu sur YouTube. Voilà, c'est du contenu. Et sur Skype, ça va être du live, donc comme au téléphone. Là, c'est vraiment du commentaire asynchrone, comme sur un blog. Moi, je pense tout d'abord que il y a une contrainte technique assez forte. On l'a vu avec Christine, elle écoute Arthur à la télé à fond, elle allume pas la lumière, elle a une webcam pourrie sur son Dell Inspiron et elle a un accent de merde. Non, je déconne, j'ai beaucoup de respect pour cet étrange endroit qu'est la Côte d'Azur. Cela montre bien que la production vidéo c'est un métier, et même si bien écrire aussi c'est un métier, là il y a des contraintes techniques qui sont assez hautes et c'est pas accessible à n'importe qui. Cet univers parallèle, il n'existe pas. Loïc Lemeur mange des pâtes au beurre à la fin du mois comme tout le monde. Pour la bonne et simple raison, à mon humble avis, qu'on ne peut pas remplacer la communication écrite sur le web, quelles que soient ses formes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai, dans tous les films qui ont bercé notre enfance, les gens quand ils discutent entre eux et quand ils voient des commentaires ou des traces ou des choses comme ça s'est toujours passé par vidéo, avec la vidéoconférence ou la visophonie ou les commentaires par vidéo. Et finalement, ça n'a jamais fonctionné. Alors Sylvain a donné plusieurs raisons. Effectivement, la vidéo c'est quelque chose qui vous demande d'être monotâche. On est obligé d'écouter, de regarder, de faire attention. On peut pas, comme tu dis, lire en diagonale, faire autre chose en même temps. Mais finalement, c'est quand même étonnant. On a l'impression que ça allait dans le sens du progrès et ça n'a pas marché. En fait, la vidéo, contrairement à ce que tu penses, toi, l'âme, parce que je sais que c'est ton avis, parce que la théorie de l'âme, c'est de dire, à la vidéo, on voit plein de choses non verbales, communication, genre lie to me, je vois des choses et tout. En fait, le texte, il a deux effets qui se coulent. Le premier, c'est que on peut le lire en travers. Il y a énormément d'idées en très peu de mots. Et en plus, les mots, ils dégagent un sens et une appropriation qui est propre à nous et qui nous ressemble à nous. Quand on a un dessin hyper réaliste d'une personne, c'est une personne qui vous est étrangère. Quand vous avez, comme mon avatar là, 2 petits points, un visage, ça peut être le visage de n'importe qui. Un mot, il peut avoir votre sens à vous et pas la communication vidéo qui nous est imposée. Voilà. D'accord. C'est pas mal, ça. J'ai pas compris. Ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Okay. Pourquoi c'est pas mal? Non, mais je vois le. Ouais, non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Non, oui. Pourquoi je suis d'accord avec Sylvain déjà à la base? Ouais. C'est que pour moi, effectivement, la vidéo, pour toutes les raisons qu'ils ont citées, j'ajouterais la contrainte technique parce qu'on n'en est toujours pas sorti. Oui. Aujourd'hui, quand même, on consomme beaucoup de vidéos. Ça reste oui, mais alors attention, parce que voilà. Ouais. Déjà, restaurant à l'écrit toute leur vie. C'était le point free de la soirée. Et en plus, si on voit certains gros sites avec des systèmes de commentaires comme Disqus, etc., qui sont pourtant de l'écrit, on voit déjà qu'il faut les charger et parfois ça prend un peu de temps. En tout cas, assez pour casser le rythme de la lecture. Vous imaginez vous un post de blog avec 200 commentaires, c'est 200 vidéos à se cogner, c'est pas possible. Donc c'est même si alors techniquement du coup techniquement pour moi c'est déjà impossible en tout cas tant que tout le monde n'aura pas des grosses connexions. Et si techniquement c'était possible, est-ce que tu pourrais suivre un topic de 200 commentaires vidéo? Non, c'est impossible ça parce que c'est trop chiant pour les raisons qu'ils ont citées, c'est-à-dire que c'est linéaire, il y a un début, il y a une fin, faut l'apprendre du début à la fin, on peut pas zapper des trucs sinon on loupe vraiment. Là pour le coup l'intégralité de l'intervention. Et puis en dehors même de ça, je sais pas si les gens accepteraient finalement de se mettre en scène. Mais vous savez quoi? De même qu'il y a des mots en gras dans les textes, ils devraient mettre des passages en gras dans les lecteurs vidéo. Ils le font sur YouTube. Ou le mec fait un signe guillemets comme ça. C'est son argument. Ils le font sur YouTube, mais en fait, en gros, pour moi, pour que ça marche, il faudrait que tous les commentaires vidéo, il y ait du jump cut comme dans les vidéos de Cyprien. Parce que sinon, c'est imbitable. En parlant de jump cut, il y a le point Vine qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mais ça, toi qui aimes les réseaux express comme le micro-blogging comme Tumblr, est-ce que Vine peut apporter aussi une réponse en rendant la production vidéo plus rapide, en faisant, comme Daz parle, une sorte de montage intégré pour pouvoir condenser en étant limité à 6 secondes? Est-ce que c'est une solution? Ça reste, comme YouTube, une manière de produire des vidéos, mais pas de communiquer les uns avec les autres. Il y aura toujours le problème de technique, qui est qu'il y a des écrans où Vine va pas se charger, où les gens voudront pas regarder tous les Vines pour comprendre tous les commentaires.
Et enfin, à partir de ce moment-là, la vidéo, c'est bien pour le one-to-one, pour Skype, pour FaceTime, pour ces choses-là. Quand on est dans le cadre d'une conversation, un truc de one-to-many, il y a un truc qui se casse, quoi. One-to-many, ok. Non, mais en plus de ça, l'écrit, ça fait que tous les gens sont égaux. Ça met les gens au même niveau. Bah, on parlait d'orthographe tout à l'heure. Alors, il y a l'orthographe, je suis d'accord, mais en dehors de ça, je veux dire, quand quelqu'un écrit, je sais pas en fait s'il écrit dans un bureau de ministre avec vue sur le lac Léman ou s'il écrit dans sa cave avec 2 femmes attachées derrière. Vue sur 2 femmes attachées. Ouais. Voilà, en fait, c'est la vidéo, ça enlève ce truc-là. C'est-à-dire que finalement, ceux qu'on verra le plus en vidéo seront ceux qui seront le plus à même de bien passer en vidéo. Et à partir du moment où tu dois faire attention à bien présenter, je pense que tu perds une partie de ton message. Ce facteur-là est minoraire par l'écrit. Bah, complètement. Okay. Le constat de Vine aujourd'hui, c'est qu'il y a que de la création qui est faite. Genre, je fais mon mini court-métrage et c'est pas de l'interaction. C'est pas des réponses. Ouais. Donc on n'est pas dans la reply. Et mini chose aussi sur YouTube qui est intéressante de constater, c'est que les vidéos sont cool, elles sont vues, mais ce qui est le plus sympa sur YouTube, c'est les commentaires écrits. Oui. Et c'est bien la preuve que YouTube démontre par lui-même que ce qui est le plus marrant dans l'histoire, c'est l'écrit, quoi. Donc, c'est vrai que pour toi, YouTube est une sorte de synthèse un peu de tout ce débat, c'est que la vidéo c'est génial pour le contenu, mais pour la communication, il n'y a rien de mieux que l'écrit. Et d'autant plus que les gens se battent pour des petits pouces levés et des petits pouces en bas, donc des commentaires écrits. Et les commentaires, ils sont là pour se battre pour des petits pouces levés, donc c'est une bataille de l'écrit. YouTube, c'est ça qui est complètement dingue. Ouais, tu finis bien d'ailleurs parce que ton sujet parlera un petit peu de ça d'ailleurs. On va voir. Le mec se place quand même dans les chroniques des autres. Je fais des transitions. Super bien joué. FAQ. Si vous pouviez être un des 4 chroniqueurs de Studio 404, Sylvain Palais, Mélissa Benoît, Daz ou Fibre Tigre, qui choisiriez-vous? Ah, trop dur. Moi, je serais un mélange entre Fibre et Sylvain. J'aurais la beauté et l'intelligence des deux. Je pense que je serais leur enfant à tous les deux. Parce que Sylvain est drôle, Fibre est intelligent, mais Sylvain est intelligent et Fibre est drôle. Donc c'est très difficile de choisir. Alors moi, c'est Benetton pour le coup. Ah ouais? Alors, la voix de l'âme, la répartie de Daz et l'intelligence de Fibre. Moi, j'admire beaucoup Fibre Tigre. C'est un peu piano. Parce que j'aime bien les jeux en général, au sens large. Et j'aime bien l'idée d'aller chercher des concepts de jeux sur Twitter, des concepts de jeux Facebook, des concepts liés au gameplay en général, ça m'intéresse. Moi j'aime beaucoup Daz parce que je trouve qu'il a réussi à défendre sa position sur le podcast sur la sexualité. C'est à quoi il ressemble physiquement quand même, Daz. C'est le mec qu'on a croisé en arrivant. Daz pour ses punchlines de bâtard. Ok. Sylvain Palais juste pour la popularité quoi. Alors même si je suis tout le temps le grivois, je ferais de celui avec lequel je suis le plus proche, en tout cas sexuellement, c'est Daz. Moi je dirais Daz parce que c'est le seul mec qui arrive à me coincer et moi ma mauvaise foi donc. Moi je serais Sylvain Palais pour la raison toute conne que on fait plus ou moins la même taille, plus ou moins la même barbe et qu'on a fait surtout les mêmes études à 1 an d'écart. Donc je pense que s'il n'était pas là, je serais sûrement là et inversement. Ah donc tu penses que Sylvain Palais t'a piqué ta vie? Mais je pense qu'il s'occupe de toutes les parties de ma vie auxquelles je ne consacre pas assez de temps. Et moi, j'essaie de faire de même pour lui. Si vous pouviez être un des chroniqueurs de Studio 404, entre Fibre Tigre, Daz, Sylvain Palais et Mélissa Benoît, qui seriez-vous et pourquoi? Je serais un mélange de Daz et de Fibre Tigre. J'ai le droit? Ouais, tu peux faire des mélanges. Parce qu'ils sont... Daz, il a le côté... le côté réparti de ouf. Voilà, j'admire Daz pour ça. Et le bon mot. Et Fibre, c'est le mec brillant qui arrive à te faire comprendre la réflexion bizarre qu'il a, mais à la fin de son explication, tu la comprends et tu dis « Putain, il déchire ce gars !» Donc j'aimerais bien être un mélange des deux. Fibre Daz. Et toi du coup? Fibre Tigre pour son côté hyper creepy. Je pense que je serais Daz. Parce que j'aimerais bien être quelqu'un avec qui je suis jamais d'accord. Moi, je serais Mélissa parce qu'elle est amoureuse de Bastien. Alors, pour ses talents au marathon, je voterais Miss Press. Pour l'ensemble de son œuvre, Fibre Tigre, mais c'est évidemment Sylvain Palais. C'est très le meilleur, mais en plus c'est vrai. Moi, si je devais être un chroniqueur qui n'était pas moi, je pense... Tu peux te choisir toi, c'est ça le joker. Mais je ne vais pas me choisir moi, je vais choisir Daz, parce que j'aime son flow, j'aime sa vibe. Il me fait kiffer. Daz, si tu m'entends, tu me fais kiffer. Si vous pouviez être un des 200 000 chroniqueurs de Sens Critique, si vous pouviez être un des 4 chroniqueurs de Studio 404, entre Fibre Tigre, Daz, Sylvain Palais et Mélissa Benoît, qui seriez-vous? Et pourquoi? Mélissa, parce qu'elle est calme.
Fibre pour sa plume et sa verve. Moi j'hésite entre Daz et Fibre Tigre en fait. Parce que Fibre Tigre, intellectuellement, je suis plus proche de lui, mais Daz, il est tellement en swag que voilà. On aurait eu le mot point swag à toi Voilà, ce soir. Moi, ce serait Daz pour le hip-hop. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup Daz. D'accord. Pour une raison totalement irrationnelle, qui est qu'il sent très bon. Mais, au-delà de ça, j'aime beaucoup cette posture de... Voilà, Internet, j'adore. Mais cela dit, il y a des limites. Bon bah vu qu'elle est à côté de moi, je pense que je suis obligée de dire Mélissa. Non, t'es pas obligée. Amandine, qui serais-tu? Je suis obligée de dire Mélissa quand même parce que c'est ma collègue de travail et que je pense que je vais perdre mon poste si je dis pas ça. Donc, Non mais j'aime beaucoup son calme et tout ça. Non, je serais Fibre Tigre. Parce qu'il est pince sans rire et ça me manque à la radio. Fibre Tigre, je m'identifie plus, mais tu sais, c'est comme... J'espère qu'il le prendra pas mal s'il l'entend. C'est comme le porno. Tu sais, il y a un garçon et une fille. Et moi, je m'identifie beaucoup plus à un garçon. Et je peux pas, par exemple, les trucs avec des trucs lesbiens où il y a 2 filles, je m'y retrouve pas. Et moi, il me faut un garçon. Donc si je m'identifie, il faut que ça soit un garçon. Donc je choisis Fibre Tigre. Et là, quelque part dans le bar, Fibre Tigre à l'anus, il s'est resserré, mais il sait pas pourquoi. Il fait... Et là, il a repris une pinte de bière. L'érection du petit Fibre Tigre est demandée. Fibre Tigre, comme ça je perdrai pas trop mon temps à répondre aux gens sur Twitter. Oh, ça va. Fibre Tigre aussi, mais c'est le seul que je connais en fait. Fibre Tigre pour essayer de comprendre ce qui se passe dans son cerveau, très bizarre. Moi alors en tant que gameuse, je suis obligée de répondre Fibre Tigre parce que j'ai cette console et il a plus de jeux que moi et j'aimerais bien avoir tous ces jeux. Fibre Tigre parce qu'il est fou. Ouais. Moi, Fibre Tigre aussi, parce que c'est le seul mec que je connais des 4. Si vous pouviez être ou Sylvain Palais, ou Mélissa Benoît, ou Fibre Tigre, ou Daz, qui seriez-vous? Fibre Tigre. Pourquoi? Aucun, parce qu'il écrit des super jeux dont on est le héros et tout ça. Ah, sur Google+. Voilà. Et toi, aucun, toi? Ouais, non. Pourquoi aucun? Parce que je préfère être moi-même. Oh là 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 là. La meuf. C'est quoi, c'est une chanson d'Abel Bent, ça? Je préfère être moi-même, là. Non. Sujet numéro 4. Je clique, donc je suis. C'était notre 4e et dernière FAQ avec vous, chers auditeurs. Comme disait Dorothée, vous êtes formidables. En tout cas, c'était fini. C'était la dernière FAQ. On a envie de refaire une soirée. On pense à refaire d'autres soirées juste pour avoir encore plus de dossiers sur vous. Peut-être que si vous êtes gentil, Ghislain glissera à la fin du générique quelques surprises. En tout cas, voilà. Fin des FAQ et nous, on attaque en tout cas notre dernier sujet avec, d'après vous, la superstar de cette émission. L'homme que vous voudriez être. Le roi de l'Internet. Fibre Tigre, et qui va nous parler donc d'un sujet plus prospectif, mais qui d'une certaine manière répond et fait écho un peu aux 3 chroniques précédentes. C'est la communication par le clic. Est-ce que la communication par le clic est l'avenir de notre communication sur, entre autres, Internet et les réseaux et nos appareils? Déjà, Fibre, qu'est-ce que c'est que la communication par le clic? C'est un sujet passionnant. Je dis pas ça parce que c'est le mien. Ah, il s'est vendu. Tu te vends bien quand même. Amazon avait un grand rêve, qu'on puisse acheter n'importe quoi en un clic. 10 ans plus tard, l'Internet va plus loin. On peut aimer, se haïr, approuver, être choqué, tisser des liens sans un seul mot, juste avec un clic. Des projets d'une vie, de ma vie, se font sur des clics. Et puis, dans notre ère de flux et de manque de temps permanent, quoi de plus court qu'un clic? D'abord, il y a le j'aime, vous savez, le petit pouce levé de Facebook. Il y en a 2,7 milliards par jour de ces petits j'aime. Et vous-même, aujourd'hui, vous en avez fait cliquer plein de fois dessus. Oui, et vous aussi, auditeurs. Donc on les voit même dans les pubs, pubs écrites, pubs vidéo. Il y a les plus de Google+, la petite étoile de Twitter qu'on utilise pour favoriter, néologisme français, ouais. Un tweet. J'aime bien ce mot. Il est tellement affreux. Il y a eu une véritable évolution du concept de la communication par le clic, avec des sites comme BuzzFeed qui se sont dit c'est bien le like de Facebook, mais je vais faire encore mieux. Qu'est-ce qu'ils font alors? Alors BuzzFeed, c'est un site déjà qui fait des articles style les 10 chats les plus mignons de Twitter, des trucs comme ça. Un truc de merde, c'est bien, c'est du monde. Ils font pas que ça. En bas de l'article, il y a toute une déclinaison d'émotions cliquables, c'est-à-dire le fameux OMG, le fameux LOL, le fameux oh c'est mignon, cute, je déteste, etc. Donc ils ont décliné la palette de sentiments qu'on peut exprimer par le clic. Et même, de toute façon, avec, suivant le contexte, le très flou j'aime ou like de Facebook, il peut vouloir dire plein de choses. Si Daz dit oh là là, Studio 404 ça me fait chier, et qu'on like, que des tas de gens like, ce sera plutôt ironique, c'est pas genre j'aime Daz ou je sais pas quoi. Ou j'aime pas Studio 404. Voilà. Ça c'est un vrai problème que tu lèves là.
La signification du j'aime sur des posts négatifs. Alors, justement, vous verrez. Rechute du cancer. Télérama a isolé 16 typologies de sens possible du like sur. Il y a 7, une typologie. Mélissa va revenir dessus. Une typologie de 16 sens possibles. Ouais. Voilà, exactement. Avec Télérama, quoi. Voilà. En plus, c'est pas un phénomène anodin parce que quand vous y a un commentaire Facebook, il a toujours plus de j'aime que de commentaires parce que ça prend moins de temps. Et en fait, le j'aime parfois ça veut pas dire j'aime, ça veut dire je t'ai bien lu mec et on garde le contact. Yeah. Voilà. Roger, une personne comme Mélissa, ou même là, mais je vais pas parler de la vie de là, mais on peut parler de la vie de Mélissa parce qu'elle a fait son coming out. Elle drague sur Instagram, elle fait des petits j'aime sur les photos des gens qu'elle aime bien. Donc là, on parle de l'accumulation de j'aime, de la rafale de j'aime. Voilà, c'est ça, mais avec des petits clics, en fait, elle a dit t'es mignon, j'aime tes photos, on se rencontre quand. Voilà. J'ai pas fait ça. Ouais, formellement. Ça te suivra jusqu'à la fin de ta vie. Et donc, en fait, ces clics sont devenus tellement importants et plus importants qu'une appréciation formulée par des mots que leur sens initial en a été subverti. Donc, ils veulent plus dire simplement j'aime. Les gens se sont appropriés cet outil pour enrichir la palette de subtilité dans leur communication. Non seulement un dessin vaut mieux qu'un long discours, donc un clic il vaut mieux qu'un j'aime bien ça, mais le sens du clic ne peut plus aujourd'hui être défini simplement par des j'aime. C'est je l'ai liké sur Facebook et c'est pas autre chose. C'est le fameux like flou de Facebook. Il a un sens intime propre à chacun des utilisateurs. Quand vous likez une page fan de Facebook, par exemple, vous dites pas simplement j'aime. Vous dites au producteur d'un artiste qu'il est bankable. Vous dites à un jeu vidéo ou un film qui va sortir dans un mois qu'il va avoir du public et qu'on peut ajuster la campagne marketing. Sylvain pourra nous le dire. Vous communiquez aussi à vos amis et à vos followers que vous aimez un produit et donc vous communiquez sur votre identité et pas seulement l'identité du produit. Donc, encore plus fort, le like devient un acte politique. Le clic devient un acte politique. Tu es contre l'homophobie, Mélissa? Like cette photo. Tu es homo, Daz, partage-la. C'est le slacktivisme, c'est-à-dire le militantisme du clic. On fait rien du tout, on est chez soi, on clique. Et pourtant, on a l'impression de faire une cause. Et ça, il y en a toujours. Donc, en conclusion, likez la page Studio 404. Alors, hyper palant, il se vend bien. J'ai quand même une question. Alors, Daz, une question à fibre toute. J'ai une question, parce que je crois que ça manquait un peu dans ta chronique. Est-ce que tu penses que la communication par le clic a eu un rôle dans le cadre du printemps arabe? Bien sûr. Donc en fait, vous défendez par vos chroniques interposées, c'est ça? Exactement. Non, alors, vraie question. Ce qui est intéressant du coup, c'est que ce clic, il permet de réagir facilement, on va dire. Et est-ce qu'il permet de réagir facilement parce qu'on vit aussi dans une société de flux où les contenus tombent, puis il faut juste quasiment checker pour dire, faire une petite croix pour dire j'ai lu, j'ai apprécié, j'ai lu, et qu'en fait on est là pour faire c'est une sorte de présence d'une certaine manière. Il y a une articulation même technique, je veux dire, sur Tumblr qu'affectionne Mélissa, elle le fait circuler avec son pouce, et puis à un moment elle like avec son pouce, tout est avec le pouce, hop, c'est une sorte de chorégraphie du pouce. C'est pas la même chose sur Facebook si tu es sur l'appli? Si, c'est aussi sur Facebook, c'est pareil. Okay, on s'en fout. C'est vrai ça, parce que le pictogramme du like de Facebook, le pouce. C'est un pouce. Oui, mais il arrive avant les smartphones. C'est vrai. Mais on pouvait. C'est déjà le début de la communication par le like. Mais c'est un pouce levé, c'est pas genre. Ouais, mais oui, c'était pas le pouce du. Effectivement, c'était peut-être une coïncidence derrière. Pouce baissé comme sur YouTube. Ou alors Mark Zuckerberg vient du futur. Comme Loïc Lemer. Incroyable. Non, pour revenir sur le like, d'ailleurs, moi, il y a une théorie que j'aime bien, qui est celle du social grooming. Le social grooming. Ouais, c'est ce que font les singes quand ils s'épouillent ou les chats quand ils se lèchent. Ouais. En fait, tu n'aimes pas le contenu. Tu aimes la personne, tu signifies à la personne j'ai vu ton contenu et ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, je te pose un petit like. Et en retour, elle va t'en mettre un derrière. Le social grooming. Le social grooming, ouais. Ça s'appelle du suçage de bite. C'est une chercheuse qui s'appelle Dana Boyd. C'est pas l'ancien poke, en fait, finalement. Oui, mais alors le poke aussi, c'est un élément très important de la communication par le clic. Mais comme vous dites, à quel moment on va s'y retrouver dans cette communication qui est censée être normée? Mais dont le sens, comme tu dis, Fibre, le sens est enrichi ou est rendu plus subtil ou est rendu moins compréhensible. Comment on va faire pour s'y retrouver si on est limité aujourd'hui par, on est dans une société qui se limite à son type de réaction? Mais non, mais on n'a jamais autant dit de trucs. Je veux dire, c'est toutes ces couches et ces typologies qu'on est en train de construire. C'est le mot du soir, typologique. Ça prouve qu'il y a énormément de sens à
tout ce qu'on fait sur Internet, c'est pas juste on écrit un mot, c'est on like quelque chose et ça a 12 sens et du coup les sous-entendus, il y en a encore plus. Et mais est-ce que tout le monde le comprend bien? Est-ce que tout le monde le comprend bien? C'est ça l'intérêt. Non, mais le truc, c'est que tout le monde essaye de normaliser. Donc, les sites essayent de nous donner des boutons dans tous les sens pour qu'on revienne sur le site. Oui. Et en fait, c'est cette stratégie, ils appellent ça pompeusement la gamification, où ils nous donnent des petits trucs à appuyer dessus et faire genre, ah, super, trop bien. Donc, ils essayent de normaliser des choses qui existaient par ailleurs. Et c'est vrai que on peut encore ne pas comprendre certaines choses, mais c'est bien qu'il y ait beaucoup de sous-entendus. Il y a un consensus sémantique qui fait qu'aujourd'hui, si tu likes un post parce que tu veux vraiment le liker, t'es ringard en fait, parce que ça veut plus. Tu commentes en fait. Il vaut mieux le commenter, ouais. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça revient aussi en ce moment où les pages à la mode, les pages de marque ou les pages d'ado, ils disent si t'as fait ce choix-là, tu likes, si t'as fait ce choix-là, tu commentes, si t'as fait ce choix-là, tu partages. Tu partages. C'est une certaine manière aussi de. D'ailleurs, les ados sont d'une puissance marketing. Encore une fois, est-ce que les ados ont joué un rôle aussi là-dedans? Les ados ont une puissance marketing. Ils prennent une photo à la con, ils disent like si tu aimes, partage si t'aimes pas. Et du coup, en fait, on est obligé d'interagir avec leur post. Et d'ailleurs, quand les marques se sont emparées de cette technique, partage si t'es d'accord, blablabla, ils l'ont pris aux ados. Donc c'est les ados qui l'ont inventé ça. Sur des pages ils s'appellent ça des catalogues. Donc des photos de leurs copains et tout. Donc c'est intéressant d'une certaine manière. Encore une fois, les gens ont trouvé un moyen. En fait, le like permet d'augmenter la participation. D'ailleurs, toi, Daz, qui aime les trucs à l'ancienne. Donc le like, en fait, allez, hop, comme disait Fibre, il permet aussi de faciliter l'interaction. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Mais est-ce que, d'une certaine manière, on est encore en train d'appauvrir encore plus que le langage SMS ou d'autres choses, l'expression de nos sentiments ou de la signification de nos propos? Pour moi, oui. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que Fibre a dit, parce que effectivement, ça permet de montrer son accord, ou en tout cas le fait qu'on est plutôt dans le sens de ce qui a été posté. Mais par contre, effectivement, le fait, et là, l'exemple de BuzzFeed, pour moi, c'est vraiment la tristesse totale, c'est que les mecs déclinent un panel de sentiments que t'es susceptible d'avoir. Il y a 8 réactions. Si t'as la 9e, tu fais rien. Tu vois? Et ça, je trouve ça triste, mais d'une tristesse. Intérieurement, je pleure. Je pleure devant ce qui est en train de devenir Internet. On a des claviers à 3 millions de touches et il faudra bientôt une souris à un bouton, alors que Apple l'a inventé il y a 30 ans. Tout le monde s'est foutu de leur gueule. Et là, vous me parlez de la communication avec un clic. Non, mais par contre, la communication par le clic, et là, on voit que l'émission Studio 404 est extrêmement bien faite. C'est-à-dire que la communication par le clic, c'est l'évolution à venir du langage SMS. Le langage SMS 2.0, c'est la communication par le clic. Ça va être un truc de dingue. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sylvain, c'est un langage de jeunes qui est maintenant repris par les big business et qui va devenir l'avenir. Quand Daz dit gna gna gna, on oublie la France, le français, etc. Mais je veux dire, il y a des millions de livres à la con qui sortent en permanence, qui parlent pour ne rien dire, des blablabla. Ils disent voilà. Florian Gazan n'est pas venu à la soirée. Ça n'a rien à voir, mais. Non mais voilà. Et donc là, enfin, on va avoir tous les gens qui parlent pour ne rien dire blablabla, et ils vont liker à la place, parce que c'est ça qu'ils veulent depuis le début, c'est-à-dire avoir des interactions. Et les gens qui ont des idées à dire, ils utiliseront la vieille garde, le français. Par le clic, c'est pas la fin des trolls. J'ai pas dit ça. Non, les trolls, c'était des trolls aussi d'ailleurs. Je vous rappelle qu'à la base, j'étais quand même d'accord avec Fibre Optique. Je viens de le dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Être contraint dans les émotions, c'est un peu triste. C'est triste, c'est complètement triste. Il n'y a pas de bouton en plus pour dire qu'on est triste sur BuzzFeed. Il n'y a pas de bouton pour dire qu'on aime pas. Si, il y a un bouton cœur brisé. Non, mais cela dit, les boutons. Ça veut pas dire que sur... tu t'es fait plaquer, ça? Sur plein de sites, les boutons OMG Cute en France, ils ont essayé, ça marche jamais. Ah ouais, donc en fait, c'est pas forcément futur. Français, il y a des sites qui ont essayé de faire ça et souvent ils les retirent parce que ça marche pas, les gens. Cute, ça fait un petit peu québécois. Mais parce que les gens qui commentent en disant cute ou OMG, mais il faut être américain, faut être complètement con pour faire ça. Là, je surjoue. Après les Mongoliens, tu fasses un petit bonjour aux Américains, on finit là-dessus. Souvent, il y a les deux. Voilà. Bon, c'était Daz en mode troll. En tout cas, merci Fibre pour cette chronique et ce débat extrêmement relevé. J'espère que il se prolongera sur Internet, sur la page de Facebook de Studio 404. Likez-la. Clique, salope. Clique. Et follow Emma. Oh putain. Studio 404 avec Sylvain Palais, Mélissa Benoît, Daz et Fibre Tigre. Présenté par l'âme UA. Fin de cette 7e émission de Studio 404. Écoutez-moi ce silence. Parce qu'on a quand même beaucoup parlé, rigolé, et on s'est beaucoup échardé ce soir. Ça tombe bien, c'était une émission spéciale sur la communication et comment vivre ensemble et comment se comprendre. Voilà, c'est QFD. On vous laisse, on vous retrouve le mois prochain pour la 8e émission. On espère
voir s'il y aura une soirée 404 numéro 2, vu ce que vous nous avez dit ce soir dans les FAQ. C'était un vrai bonheur. En tout cas, on se retrouve très vite. Ciao. Alors moi c'est Vincent, pseudonyme Vincent Glade, rédacteur en chef du 20-20h. Une émission de France 5 que je vous invite à regarder. Il y en a de moins en moins qui le font, mais je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est de mieux en mieux. D'ailleurs, Vincent Glade a une GoPro sur le front présentement. Hein. Il a une GoPro. J'ai une GoPro. Donc le scoop, c'est que les parents de Vincent Glade sont sur Twitter. Hein. Aïe aïe aïe. Donc, est-ce qu'on peut révéler leur handle Twitter ou pas? Non, ça on peut pas. Fais de la pub pour ton père. @JLG du 54. Non. Et si. Qui est une sorte de l'endive de Lorraine. C'est très très beau ce qu'il fait. C'est très beau. C'est un endive mais plus poétique on va dire. Voilà. L'endive de Lorraine c'est quand même bien pitché. Hein. C'est vraiment ça c'est bien vendu.